Eh bien, c'est parfait, on y va. Et je vous remercie pour vraiment cette très aimable introduction et cette invitation pour vous rejoindre aujourd'hui depuis Melbourne, en Australie, pour le séminaire international de printemps du Business Science Institute. Bienvenue à ma présentation que je souhaite dédier au sandbox ou bac à sable réglementaire en prenant un angle spécifique qui est trajectoire de recherche et impact sociétal. Si vous le permettez, je voudrais m'introduire très rapidement. Donc, je suis professeure à RMIT University à Melbourne dans le domaine de la... Pardon, c'était un peu trop rapide. J'ai essayé de minimiser la partie vidéo. Voilà. Donc, je suis professeure en économie et gestion de l'innovation et responsable d'une plateforme de recherche ici à Melbourne. Et je gère également et coordonne académiquement divers projets européens, notamment sur tout ce qui est innovation dans les services financiers, mais plus globalement, gestion et management des technologies et des technologies digitales. L'objectif de ma présentation aujourd'hui porte sur la trajectoire de la recherche vers l'impact en mettant l'accent sur un domaine spécifique lié à l'innovation financière et au bac à sable réglementaire. Mais tout d'abord, évidemment, je souhaiterais introduire la notion d'impact. J'imagine que vous y avez déjà été introduit dans le cadre des différents séminaires. Mais je souhaitais y apporter ma perspective. Donc là, vous avez la définition que je ne vais pas lire de la Commission européenne qui est relativement large, ainsi que des variations en fonction des différents pays et en fonction des accents spécifiques qui sont mis en évidence. Une autre définition que vous connaissez sans doute également et qui met vraiment en évidence le fait d'apporter des bénéfices ou des changements qui sont démontrables et perceptibles au niveau des individus, des groupes, des organisations ou de la société de manière plus générale et qui peuvent être intrinsèquement liés à des activités de recherche. L'impact est évidemment une notion multifacette et qui implique en général aussi une trajectoire. Et je trouve le visuel Research Uptake, Use et Impact particulièrement utile parce qu'il permet effectivement de démontrer cette trajectoire et d'expliquer qu'il s'agit d'un processus qui va de l'utilisation à la recherche et qui implique un cheminement d'engagement, d'activité et de changement qui, in fine, créera un impact. Donc, la première dimension étant l'adoption de la recherche avec les utilisateurs qui interagissent avec celle-ci, donc en ayant lu un résumé, assisté à une conférence, à un séminaire, été partenaire dans des projets de recherche ou participé à l'orientation ou à la conception d'un projet de recherche et que se sont engagés dans une activité qui signifie qu'ils ont pris connaissance de la recherche. La deuxième étape étant vraiment l'utilisation de la recherche. Donc là, les utilisateurs de la recherche agissent en fonction de celle-ci, il la discute, il la transmet à d'autres, il adapte au contexte, il présente les résultats, il l'utilise pour éclairer éventuellement des politiques publiques ou des développements pratiques. Et l'impact de la recherche étant vraiment mesuré par des changements dans la sensibilisation, dans les connaissances, dans la compréhension, les idées, les attitudes, les perceptions, potentiellement les politiques publiques ou les pratiques. Et dans le cadre de ma présentation, aujourd'hui, je vais mettre l'accent sur l'aspect uptake, donc adoption de la recherche et utilisation. L'impact et la mesure de l'impact sera quelque chose qui viendra plus tard puisque je traite d'un phénomène qui reste relativement récent et est certainement tout à fait contemporain autour des sandbox réglementaires. Je n'ai pas pu résister parce que dans le cadre d'un de nos projets européens, on a développé toute une série d'outils, essentiellement des canevas, qui permettent d'aider les doctorants ou les chercheurs, et j'imagine les managers aussi, à réfléchir à des indicateurs en matière d'impact et selon les différentes dimensions de l'impact. En tant que chercheur, on pense surtout à l'impact académique et ce ne sera pas l'objet de ma présentation aujourd'hui, mais en tant que praticien, on pense effectivement plus à l'impact que nos actions peuvent avoir sur la société, sur l'environnement ou évidemment des impacts économiques. Donc, je voulais juste partager avec vous ces deux canevas que vous aurez dans les slides et qui peuvent peut-être vous être utiles dans le cadre soit de votre recherche ou de vos applications pratiques. Le premier vise à exemplifier des indicateurs d'impact comme des indicateurs de résultats de recherche et le deuxième vise à mettre en évidence des indicateurs d'impact comme des résultats, comme étant vraiment l'étape ultime en termes de changement dans les pratiques, dans les policies, dans les procédures au niveau des entreprises ou à différents niveaux.
Si vous souhaitez plus d'informations par rapport à ça, on a toute une toolbox qui est disponible sur le site de ce projet européen, Open Innotrain, et je vous invite vraiment à la consulter. Mais maintenant, je voudrais partager un peu ma trajectoire de recherche qui permet ensuite, après, de rentrer vraiment dans le sujet des sandbox réglementaires. Donc, j'ai commencé à être intéressée par l'innovation financière il y a à peu près 15 ans et par le concept de FinTech il y a à peu près 15 ans, au moment où pas grand monde en parlait. C'était vraiment peu populaire et ça a entraîné notamment le développement une conceptualisation de l'innovation financière qui comprend bien sûr les deux aspects, le processus d'innovation, mais aussi le résultat de l'innovation. Je vous laisse lire la définition, c'est probablement plus facile que de la lire plutôt que de la traduire. Mais le contexte étant que l'innovation financière doit être une innovation qui supporte l'économie et donc elle doit être conçue de manière évidemment responsable et elle doit être là pour favoriser le développement des activités, que ce soit des activités économiques ou non économiques. Dans le cadre de ces recherches sur l'innovation financière, je me suis par la suite intéressée aux conditions cadres et aux mécanismes qui étaient propices au développement de cette innovation financière. Et par la suite, j'ai regardé le phénomène des sandbox réglementaires, qui est un des instruments parmi la palette d'instruments qui peuvent supporter ces innovations. Il existe incontestablement beaucoup d'autres approches qui peuvent supporter un environnement et concevoir un environnement propice à l'innovation financière. On peut penser aux incubateurs, aux accélérateurs ou éventuellement à l'utilisation de la réglementation. Mais je me consacrerai essentiellement donc au Regulatory Sandbox dans les prochaines minutes. Mais avant de rentrer dans le détail des sandbox, j'aimerais revenir sur le rôle de la réglementation parce que c'est quelque chose qui est évidemment crucial dans le secteur financier, dans le domaine de l'innovation financière. Comme vous le savez, les développements technologiques rapides affectent les services financiers, mais s'accompagnent aussi de multiples défis en matière de réglementation et de supervision, notamment en ce qui concerne ce qu'il convient de réguler, comment réguler et quand réguler. Trouver le bon équilibre, mais surtout le bon timing est essentiel et nécessite une approche proactive, adaptative, dynamique et réfléchie, j'oserais même dire innovante en matière de régulation. On sait par le biais d'études que réguler prématurément peut entraver ou étouffer l'innovation. Et d'un autre côté, l'inertie réglementaire peut aboutir à des réglementations qui, elles, seraient obsolètes et qui deviendraient inefficaces, voire pire, nuisibles ou contre-productives dans un environnement qui est de facto complexe et risqué quand on parle des services financiers. Cet ensemble de travaux ont évidemment conduit à une constellation d'articles de recherche, parfois en collaboration avec des collègues ou des doctorants, que j'exemplifie ici. Et comme je vous l'ai dit, je souhaite mettre l'accent sur l'impact sociétal et non pas sur l'impact académique, mais je voulais quand même mentionner l'article à droite de Future of FinTech, qui a reçu un score altmétrique de 19, qui est particulièrement significatif dans un domaine comme celui-ci. Ce n'est quand même pas un domaine de recherche largement étendu et qui démontre que cette recherche a permis d'influencer des politiques publiques ou d'influencer des développements réglementaires à travers le monde. J'ai résumé ces différents travaux depuis 2017 sur cette timeline, vraiment dans l'objectif de mettre en évidence les travaux les plus pertinents en relation avec les sandbox réglementaires. Mais qu'est-ce qu'une sandbox réglementaire? Les bacs à sable réglementaires sont des instruments spécifiques visant à encourager l'innovation en permettant aux entreprises de tester leur offre FinTech dans un environnement sécurisé. Ils adoptent une approche d'expérimentation et d'apprentissage et accordent aux participants du marché financier, qui sont prêts pour réaliser ces tests, un allègement temporaire des contraintes réglementaires, généralement sous certaines conditions, pour leur permettre de tester de nouvelles solutions dans un environnement réel, mais aussi contrôlé, tout en interagissant avec les régulateurs qui leur offrent des conseils et un certain niveau de supervision. Les sandbox réglementaires sont aussi des espaces collaboratifs qui favorisent les interactions sociales entre les régulateurs et les entreprises innovantes.
Ces interactions ont démontré qu'elles offrent des opportunités d'apprentissage mutuel et de partage des connaissances sur les risques et les opportunités liées aux technologies digitales. On pense évidemment au blockchain, mais à bien d'autres technologies, l'intelligence artificielle, pardon, excusez-moi. Il contribue également à réduire l'asymétrie d'information entre les parties prenantes, à faciliter l'accès au capital risque et surtout à favoriser la prise de décision basée sur des faits et des données et qui conduisent à un design réglementaire plus participatif. Le phénomène des sandbox réglementaires vient aussi en écho et s'inscrit dans la logique de l'open banking en brisant les silos de données qui sont particulièrement prégnants au sein du secteur financier et en ouvrant l'accès à un éventail plus large d'utilisateurs et à une plus grande diversité de modèles d'entreprises innovants. Ce phénomène n'est plus nouveau, avec plus de 70 sandbox annoncés ou actuellement opérationnels à l'échelle mondiale et plus de 550 participants FinTech qui ont obtenu leur diplôme, donc qui sont passés à travers le programme de sandbox. Un grand nombre de ces sandbox ont été créés dans des économies émergentes, bien qu'ils poursuivent divers objectifs tels que l'augmentation de la concurrence, la promotion de l'inclusion financière, l'accélération de l'innovation en matière de produits ou de services spécifiques dans des segments ciblés et la promotion de la collaboration transfrontalière, une part significative de ces sandbox vise à atteindre les objectifs de développement durable. Par exemple, la sandbox FinTech de la Banque de Sierra Leone est le deuxième espace africain à être lancé et à avoir pour objectif l'inclusion financière. Divers travaux de recherche sur les sandbox, y compris ceux que j'ai menés avec mon équipe, ont permis d'explorer leur fonctionnement ainsi que les interactions sociales que les sandbox favorisent, mais la question de l'évaluation de la performance de l'instrument reste pleinement ouverte. Et c'est donc l'objectif de la recherche que nous avons conduite avec deux collègues, le docteur Ahmad Alassar et Walid Samaha, dans le cadre à nouveau du projet Open InnoTrain, sur la mesure de la performance de ces sandbox. À mesure que ces espaces de régulation mûrissent, cela constitue une opportunité unique pour évaluer l'instrument lui-même, c'est-à-dire ses opérations et son efficacité par rapport aux objectifs définis au départ, mais c'est aussi une opportunité unique de suivre l'impact sociétal plus large qui est généré par les entreprises FinTech diplômées. Par exemple, l'augmentation du nombre de produits ou de services ciblant les non bancarisés ou sous-bancarisés, l'augmentation des taux d'inclusion financière au sein des populations ciblées, l'accessibilité à un éventail plus large de services pour lesquels l'inclusion financière est une condition préalable. Une telle recherche est d'autant plus cruciale que l'échelle des startups FinTech devient de plus en plus immense et que l'on peut supposer de facto que leur potentiel d'impact est significatif. Et c'est principalement l'objet de cette recherche, évaluer l'efficacité de cet instrument et élaborer un ensemble d'indicateurs pouvant aider les régulateurs dans la mise en œuvre de l'instrument, ce qui comprend l'amélioration et l'éventuelle cessation de l'instrument. Je vais parcourir très rapidement la méthode de recherche. Donc, nous nous sommes intéressés aux aspects contingents et contextuels qui peuvent influencer la performance des sandbox. Donc, évidemment, on a analysé les différents objectifs politiques auxquels ces sandbox étaient censés répondre. Et nous avons adopté une approche qualitative et interviewé plus de 20 régulateurs en Europe, en Asie, en Amérique centrale, en Amérique du Sud et en Océanie. Les participants, vous avez sur le slide les informations démographiques des participants, en général des profils managers ou de la executive, qui détiennent au minimum un diplôme de maîtrise, en général avec une formation exécutive. On a effectivement sollicité, on a également sollicité l'avis d'experts en régulation FinTech préalablement à nos entretiens afin d'évidemment avoir une approche la plus complète mais aussi la plus informée possible. Ces entretiens sont déroulés essentiellement en ligne. La collecte de données s'est faite en partie pendant la pandémie et en plus était globale et ont duré en général 60 minutes. Les
les interviews ont porté sur des questions ouvertes et des questions fermées, de manière à collecter un maximum de perceptions et d'expériences et à éviter de rester focalisé sur des aspects et des préconceptions que nous aurions pu avoir sur le fonctionnement des sandbox. On s'est intéressé à l'efficacité des sandbox à 4 niveaux bien spécifiques, au niveau des entrants, au niveau opérationnel, au niveau de ce qu'on pourrait traduire comme le débit en français ou plutôt de la capacité de production et d'opérationnalisation, et au niveau du résultat, donc vraiment de la sortie, la graduation au travers d'un programme de sandbox. Sur ce slide-ci, vous voyez l'ensemble des dimensions, donc les 4 dimensions et l'ensemble des domaines sur lesquels nous avons posé des questions. Je ne veux pas rentrer dans ces détails-là. Il y a différents articles qui viennent en support de cette recherche-là si c'est un domaine qui vous intéresse. Et mon objectif est vraiment de plus boucler la boucle par rapport à la notion d'impact sur la fin de la présentation. Mais ça vous donne ici un exemple de questions ouvertes et de questions plus fermées, donc à choix multiples, qui ont été posées aux régulateurs interviewés. Donc, si j'en viens au détail des indicateurs, et j'en ai choisi 3 ou 4 de manière à illustrer le scope de cette recherche. Donc, par exemple, on a un indicateur qui porte sur les services de soutien réglementaire, où là, on s'est intéressé à la proportion de temps qui était allouée pour fournir des services de conseil réglementaire ou d'autres conseils aux participants des sandbox. Vraiment pour pouvoir capturer cet aspect apprentissage et apprentissage mutuel depuis la startup FinTech vers le régulateur et vice-versa. On s'est aussi intéressé, par exemple, au nombre de compagnies qui avaient dû suspendre ou qui ont fait l'objet d'une résiliation anticipée pendant la période de participation à la sandbox et évidemment motivations qui ont entraîné cette suspension. Je vois que j'arrive déjà plus ou moins aux 20 minutes, donc je vais vraiment parcourir ça dans les grandes lignes. Les principaux résultats, donc on a constaté qu'il y avait une forte disparité géographique. Donc la sélection générique par rapport à une sélection thématique s'est manifestée. On a vu une sélection thématique plutôt dominante en Asie et en Amérique centrale par rapport à une sélection plus générique, donc dans l'intégration des startups dans la sandbox dans les pays européens. Ce qu'on a pu expliquer par les limitations de ressources des régulateurs et aussi leur intérêt pour des technologies spécifiques dans certains contextes. En matière de suspension anticipée, donc la raison la plus courante pour la résiliation anticipée ou la suspension était l'incapacité à atténuer l'exposition au risque, qui est évidemment un élément fondamental quand on pense au risque systémique qui peut se propager dans les services financiers. Au niveau plus opérationnel, on a regardé comment les sandbox, comment était organisée la gouvernance des sandbox et les mécanismes de coordination, ainsi que le niveau de financement et de support de ressources qui étaient fournis aux sandbox pour délivrer par rapport aux objectifs qui leur sont fixés. Ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait très peu de financement qui était octroyé pour l'organisation de la sandbox, ce qui avait évidemment pour effet de limiter les phénomènes d'apprentissage qu'on pourrait souhaiter dans ce contexte-là. En matière de coordination et compte tenu du fait que les services financiers sont globalisés dans la majeure partie des contextes, on a aussi constaté que la coordination restait relativement ad hoc, avec des coordinations interagences restait relativement ad hoc, avec des meetings qui pouvaient être périodiques et vraiment une communication en cas de besoin, quand c'était nécessaire, et que cela restait les mécanismes de coordination relativement dominants, ce qui était relativement étonnant dans la mesure à nouveau où la propagation du risque se manifeste de manière globale dans les services financiers et donc on aurait pu espérer qu'il y ait des mécanismes de coordination internationale beaucoup plus aboutis. On a aussi constaté que la majorité des sandbox ne mesuraient pas malheureusement les progrès ou leurs performances, donc ils avaient très peu d'indicateurs qui leur permettaient d'évaluer l'efficacité de l'instrument, mais au-delà de ça,
qu'il n'avait pas d'indicateur ou pas de capacité à mesurer les participants à partir du moment où ceux-ci sortaient de la sandbox, ce qui aussi, à nouveau, entraîne une incapacité à évaluer l'impact des sociétés qui sont passées à travers le programme de sandbox et du nombre d'innovations financières, donc qui, par exemple, peuvent aboutir à une meilleure inclusion financière. Dans le cadre de nos conclusions et dans le cadre de nos travaux, on a mis en évidence un certain nombre de points, notamment l'absence de cadre de mesure des sandbox quand on s'intéresse aux aspects pratiques, donc vraiment dans les différents contextes qu'on a analysés, mais par contre une volonté claire de pouvoir évaluer cette performance et de pouvoir prendre un certain nombre de décisions qui peuvent être de lancer une nouvelle sandbox ou bien d'avoir un contexte spécifique pour la sandbox, que ce soit une technologie, ou bien simplement de résilier, de terminer anticipativement une sandbox parce qu'elle ne répond pas aux objectifs qui étaient initialement fixés. Ces travaux, et je vais conclure sur ça, ont permis de fournir des recommandations à différents superviseurs, notamment la communauté monétaire internationale dans les pays arabes, et qui ont décidé de prendre nos travaux et nos résultats comme input pour leur groupe de travail qui visait à mettre en évidence un set d'indicateurs permettant de monitorer et de suivre la performance des sandbox. Et c'est dans ce contexte-là que je souhaite qualifier ces travaux à l'étape d'utilisation de recherche, donc au-delà finalement de l'exposition des travaux à un groupe de participants, vraiment l'utilisation de cette recherche et la transposition de ces travaux dans des contextes bien spécifiques qui permettent d'améliorer les pratiques managériales. Je vais en rester là. Je crois que j'ai déjà dépassé mon temps de quelques minutes.